Ouvrez grand vos oreilles. Vous écoutez un balado Urbania. Allô, je suis Mathieu Aubry et vous écoutez Les Grosses Têtes du crime, une série de balados sur les innovations dans le monde judiciaire créée par 6 étudiantes et étudiants de l'UQAM. Des meurtres aux enlèvements, en passant par des histoires insolites d'arrestations, on est inondé de faits divers. Bien plus que des chiens écrasés, les faits divers ont des conséquences sur notre société. Mieux, notre rapport aux faits divers parle de notre époque. Ça doit faire une dizaine d'années, si je me souviens bien, à Montréal, mais c'était vraiment un type qui restait avec un autre type en appartement, donc 2 colocs, et tout à coup, un des colocs sentait que l'autre était pas dans son assiette depuis 2 ou 3 semaines, qui avait l'air, qui buvait beaucoup, qui avait l'air, qui était très irascible, qui était très nerveux, insomniaque, tout ce que tu veux. Donc, il filait un mauvais coton, et à un moment donné, un soir, un peu, où il prenait un verre, où il s'était rapproché, il s'était parlé, le coloc 1 demande au coloc 2, y a-tu quelque chose que tu voudrais me dire? Y aurait-tu un secret que tu voudrais me confier? Il me semble que t'as pas l'air affilé. Et là, dans un air une ambiance de confidence, le coloc 2 amène l'autre coloc dans sa chambre et lui montre que dans son garde-robe, dans une poche de hockey, je pense, il avait tué une fille 2 ou 3 semaines avant, puis il l'avait cachée dans son garde-robe et il en avait parlé à personne. Donc c'est pour ça qu'il capotait comme ça et c'est pour ça qu'il demandait tout à coup à l'autre de l'aider. Samuel Archibald, je suis professeur à l'UQAM, je suis spécialiste de culture populaire et écrivain, souvent inspiré de faits divers, je pense. Samuel a écrit plusieurs livres et pièces de théâtre basées sur des faits divers, comme Arvida et Saint-André de l'Épouvante. Des faits divers, on peut le dire qu'il en mange. Et il considère que nous avons tous, collectivement, ce petit côté voyeur qui nous fait obséder nous aussi. Ma collègue et journaliste Lina Ekenas est allée à sa rencontre. Pour comprendre pourquoi le fait divers est aussi présent dans l'imaginaire collectif aujourd'hui, il faut d'abord aller faire un tour dans le passé. Au 19e est apparu un concept hyper important pour comprendre l'attrait du fait divers, c'est celui de vie privée. Au château de Versailles, par exemple, les portes étaient constamment déverrouillées. Se faire voir par le public dans toute situation était une des fonctions du roi. On aurait pu le voir s'empiffrer, le voir courtiser dans les jardins, le voir s'enivrer même. Avec l'essor de la culture bourgeoise, la culture capitaliste, est venue 2 choses. Donc, l'idée de vie privée, l'idée que tout à coup, ma vie, ça m'appartient, ça va être dans ma maison, puis ça va être ce qui me regarde, ça va être à moi. Et avec l'idée de vie privée vient celle, d'une certaine façon, d'aller voir ce qui se passe chez le voisin. Donc, vient cet interdit-là, c'est-à-dire, je ne veux pas que les gens voient ma vie privée, je m'intéresse à la vie privée des autres. Je pense que le fait divers, il s'est beaucoup répandu à partir de ça. Puis cette petite curiosité malsaine-là, on l'a tous à un moment donné. Dans les premières formes d'écriture du fait divers, on mettait souvent l'accent sur le sordide, le crapuleux et le révoltant pour attirer l'attention des lecteurs. Plus les histoires sont horribles, plus les gens sont fascinés, et plus il y a risque de dérapage. Donc, la façon de l'écrire, ce qui est assez fascinant, c'est que c'est écrit de façon très, très spectaculaire, souvent assez vague. Et dans sa première apparition, c'est peut-être pour ça que la littérature a souvent tendance à s'emparer du fait divers. Dans ses premières apparitions, il y a tout de suite eu quelque chose de parfois un peu fictionnel. C'est-à-dire que comme les gens étaient très gourmands de faits divers, quand on en manquait, des fois, on leur en inventait. Au point où, à un certain moment, Double assassinat dans la rue Morgue, la nouvelle d'Edgar Allan Poe, s'est retrouvée publiée dans un quotidien français sans mention qu'il s'agissait d'un récit de fiction. Spoiler alerte! On apprend à la fin de la nouvelle qu'un orang-outan enfonce le corps d'une femme dans une cheminée et démembre une 2e personne. Et ce n'est pas juste en journalisme qu'on brouillait les lignes entre fiction et réel. La littérature a aussi puisé dans le fait divers pour s'inspirer, sans nécessairement le dire. On est allé rencontrer Karine Pietrantonio, qui est professeure de littérature au Collège Élis et qui a aussi fait sa maîtrise en littérature à l'UQAM. Mon mémoire, au départ, s'intéresse justement à la place du fait divers réel dans la fiction. Donc, de quelle manière est-ce qu'il s'insère dans la fiction? Parce que souvent, on va même citer un extrait de journal, une de journal. Beaucoup d'auteurs réalistes comme Flaubert et Stendhal ont laissé une grande place aux faits divers dans leurs récits. La différence, c'est qu'à l'époque,
on ne le disait pas au lecteur. On est tous dans l'inspiration d'un fait divers, mais on ne nomme pas le fait divers. On le prend, on se l'approprie et on en fait ce qu'on en veut. Et surtout, on ne le dit pas. Donc, Madame Bovary, c'est plus tard qu'on a su que c'était un fait divers. L'histoire de Madame Bovary, c'est l'histoire de Delphine Delamare, jeune femme française qui s'est suicidée après avoir trompé son mari plusieurs fois. Quand on le lit, il n'y a aucune mention d'un quelconque lien avec le réel. Donc, c'est ce lien avec le réel et cette mention-là, vraiment ostentatoire, où on dit, voilà, j'ai pris un événement réel et voici ce que j'en ai fait, qui est tout à fait spécifique aux contemporains et qu'on ne faisait pas au départ. Donc, avant, les journalistes racontaient du faux et les écrivains se servaient du vrai sans le mentionner. Ça a évolué comment, notre traitement du fait divers? La méthode actuelle du fait divers, en fait actuelle, vraiment contemporaine, c'est que souvent l'écrivain va partager son embarras. Donc, c'est vraiment cette méthode-là que moi, j'ai ressortie, c'est-à-dire l'écrivain va vraiment dire, voici le fait divers auquel je me confronte et je vais faire ça, ça, ça. Et là, tout au long de son écriture, finalement, il témoigne de ses soucis, de son embarras, de sa honte presque à parler de cette histoire-là. Beaucoup d'auteurs qui abordent le fait divers en fiction vont également essayer de rendre humain le meurtrier, le kidnappeur, le violeur. Les auteurs savent que les crimes commis par leur muse sont souvent horribles, mais ils tenteront d'enlever la partie spectacle de la chose. On semble pourtant voir le contraire se produire avec le traitement du fait divers en journalisme. La nouvelle devient alors du divertissement pur. Ce qui est viral va prendre d'assaut la sphère médiatique, peu importe d'où ça vient. Internet a entre autres permis de mondialiser le fait divers pour le meilleur et pour le pire. Tout à coup, ça va arriver à peu près nulle part, un endroit que tu connais pas, ben tu vas le savoir parce que ça circule sur Internet, puis là, ça devient soit la joke du jour, ou soit le yark du jour, ou soit le scandale du jour. Le filtre déformant du fait divers, c'est toujours de nous faire croire que le monde est un peu pire qu'il est. Et en étant bombardé par toutes ces histoires insolites, on finit par se demander où c'est qu'il s'en va le monde? Il s'en va faire du yoga nu dans un gym, ça a l'air. Ici, on est scandalisé par l'histoire d'un homme plus ou moins à jeun qui voulait juste faire du yoga nu. Qu'est-ce qui se passe avec le fil déformant du fait divers lorsqu'il s'agit de nouvelles plus sérieuses, de crimes plus graves ou on a un aspect juridique important? Je m'appelle Marie-Chloé Duval. Marie-Chloé est une artiste peintre et une criminologue de formation. Son mémoire de maîtrise porte sur le populisme pénal et la façon dont les affaires judiciaires sont construites dans les médias. Il y a une loi qui a passé il y a 6-7 ans au Canada, qui est la loi C10, qui était la loi sur la sécurité des communautés. Fait que là, on a vraiment beaucoup parlé à quel point c'était dangereux, les agresseurs. On voulait pas que les pauvres enfants ils soient attaqués par quelqu'un. Donc, on a vraiment instigé dans l'idée générale que le crime était dangereux. C'est cette idée-là de faire peur au public. Donc, le public va être plus réceptif à accepter des lois. Là, puis ça, c'est du populisme pénal quand on parle des lois, sinon c'est politique. Dans l'affaire Guy Turcotte, on qualifiait beaucoup le crime dans les médias avec du vocabulaire connoté, sans réellement expliquer les procédures judiciaires. On va souvent utiliser ce vocabulaire pour décrire les gens affectés par le crime, question de permettre au public de vraiment haïr l'accusé. On lisait souvent la pauvre victime, la jeune femme, la vieille grand-mère, comment elle était habillée avec son chapelet. Donc, tu sais, on va dans les référents un peu traditionnels de la vieille grand-mère avec un chapelet. Tu sais, ça doit être vrai ce qu'elle dit, c'est une bonne personne. Les jeunes enfants de tel âge et tel âge étaient toujours très définis pour rappeler à quel point l'innocente victime. Donc, c'est tous ces termes-là qui sont vraiment super stéréotypés, l'innocente victime et le violent agresseur. Bon, ça paraît banal, mais ça rentre aussi dans la tête sur comment on définit le criminel puis la victime. En utilisant de tels termes, les médias contribuent à construire une version biaisée de la nouvelle chez le public. Il n'aura pas tous les faits, ne connaîtra pas toutes les procédures judiciaires, mais il aura tout de même une forte opinion du crime commis. Pensez ici à votre oncle qui est un peu raciste, qui regarde trop la télé puis qui a une forte opinion sur les réfugiés. En plus, il connaît pas les lois sur le droit d'asile. C'est un peu comme ça. Puis avec une forte opinion sur les dangers que représentent les criminels, le public sera donc plus réceptif à l'adoption de lois plus sévères.
Dans le cas de la loi C-10, adoptée en 2012 à la Chambre des communes, ça a eu des conséquences sur les criminels. Ça a été une loi qui a vraiment renforcé le système de justice dans le sens où les peines minimales ont été augmentées. Il y a eu plein de crimes qui n'avaient pas de peine minimale, donc ça veut dire le juge avait un pouvoir discrétionnaire de dire oui, je te donne une peine ou non. Donc il a plus ce pouvoir discrétionnaire-là et il est obligé de donner une peine pour des crimes qui étaient considérés mineurs avant. Mais les mots utilisés pour décrire les crimes ne sont pas les seuls coupables. La perception que l'on se fait de l'échelle de ces crimes contribue aussi au populisme pénal. Comme par exemple votre oncle, qui est toujours un peu raciste, qui pense que les réfugiés débarquent par millions au Canada juste pour le fun. Ça a été depuis le début la plus grande critique adressée aux faits divers, c'est-à-dire c'est de transformer des faits individuels en faits de société. C'est-à-dire qu'on a tendance, à force de montrer ça, on a tendance à voir un peu comme un phénomène en train de se créer, une tendance justement s'imposer, alors qu'il y a des faits souvent isolés. Il faut donc, en tant que journaliste, être capable d'avoir une réflexion critique sur la façon dont on couvre le fait divers. Être capable de remettre en contexte ce qui se produit. Est-ce que ce sont des incidents isolés? Est-ce que c'est un véritable phénomène? Il y a aussi un certain danger à utiliser un fait divers en littérature. Je trouve que la limite, dans un projet littéraire, j'ai tendance à penser qu'elle doit être renégociée à chaque fois. C'est un peu, non pas à la discrétion de chacun, mais dans ce qu'un écrivain est prêt à vivre. Et il faut à vivre et à négocier avec les gens qui sont là. Ça fait que je pense qu'effectivement, il y a eu, dans le cas de Besson, il y a des gens qui sont allés un petit peu loin dans je vais prêter des motifs, je vais instrumentaliser des gens réels pour en faire des personnages. Philippe Besson, c'est un écrivain français qui s'est inspiré d'un fait divers franchement affreux, l'affaire Grégory. Ça, c'est le nom qu'on a donné à l'histoire du meurtre du petit Grégory Villemain en France dans les années 1980. Dans le livre « L'enfant d'octobre », Besson réécrivait cette histoire en accusant Christine Villemain, la mère de Grégory, d'avoir tué son fils, même si elle a été acquittée des accusations. Est-il possible de parler d'événements s'étant réellement produits sans prêter d'intention à quelqu'un? Sans réécrire l'histoire pour la rendre plus scandaleuse? Je pense que il y a une négociation qui peut se faire au niveau. Ce qui est intéressant chez Carrère, par exemple, c'est de le faire, c'est de dire je vais pas dans la fiction. Souvent, tu vas voir apparaître un peu cette éthique-là, c'est-à-dire au lieu de le mettre en fiction, je vais vraiment essayer d'aller converser avec les acteurs du drame, etc. Autant les écrivains peuvent être franchement vampiriques quand ils se mêlent de ces affaires-là. Je pense qu'il faut garder en tête aussi que je pense que ça peut leur mordre les doigts. C'est ce que Samuel a vécu avec son roman Arvida, dans lequel il parle du suicide d'un personnage. Tu vois, dans Arvida, je parlais du pont de Chipcha, du pont d'Arvida, du pont d'aluminium où des gens se sont suicidés. Donc, une demi-douzaine de personnes se sont suicidées en se tirant en bas de ce pont-là. Et j'avais pas pensé à ça en écrivant là-dessus que d'une certaine façon, ces gens-là, ils existaient, ils avaient un visage, ils avaient des proches, évidemment. Contrairement, si tu parles du Golden Bridge à San Francisco, par exemple, où il se tue à peu près 2000 personnes par année, ça finit par être une masse presque indifférenciée, ça finit par être un phénomène, alors qu'un petit pont dans une petite ville, d'une petite région, où il y a 6-7 personnes qui sont suicidées, c'est 6-7 personnes que les gens connaissent, dont les gens se rappellent, etc. Donc, j'ai eu des contacts avec les proches de ces gens-là, souvent, où moi-même, j'ai trouvé ça éprouvant, c'est-à-dire qu'on me posait la question comme « Pourquoi t'es allé reparler de ça? » etc. Puis j'ai trouvé la réponse à chaque fois, mais le fait d'avoir à me questionner, puis à revenir là-dessus, puis d'une certaine façon à m'excuser, parce qu'auprès, j'avais entre autres eu des contacts assez longs avec la fille d'un homme qui s'était suicidé en se tirant en bas du pont de Chipcha. Puis elle me racontait, tu sais, qu'elle avait lu le livre, puis c'était comme en arrivant à la fin, tu sais, c'est-à-dire c'est sur la fin du livre, c'est avec... Elle dit, moi, ça fait longtemps que je suis plus dans cette ville-là. J'étais super contente de lire le livre. Puis là, j'arrive dans les 10 dernières pages. Puis là, d'un coup, tu me remets le suicide de mon père en pleine face. Tu sais, puis j'ai dit, j'aurais jamais pensé à ça. Je m'excuse sincèrement. Maintenant, je pense que c'était valide. Je pense que j'avais le droit d'en parler de cette manière-là, mais la question se pose. Je pense que c'est aussi ça dans tout projet littéraire contemporain par rapport aux questions autant d'égalité, de représentation. C'est d'accepter de se faire poser la question. Je trouve que souvent, les artistes aujourd'hui, il y a une différence. On crie souvent à la censure
à partir du moment où on se fait poser des questions. Or, se faire poser une question, c'est pas se faire censurer. C'est-à-dire, pour moi, il y a une différence fondamentale, c'est-à-dire, oui, on peut poser, oui, on peut remettre en cause le projet. Ça veut pas dire qu'on le fait brûler, ça veut pas dire qu'on le met en autodafé. Dans le fond, on lève vite le nez sur les faits divers, mais notre rapport à ces histoires-là en dit pas mal plus qu'on pense sur notre société. Puis il y a pas mal de chercheurs qui sont en train d'articuler cette pensée-là. Parce que donner un sens à ce qui nous entoure, ça aussi, c'est innovant. C'est un balado produit par Urbania. Nos journalistes Lina Ekenast, Daniela Vargas et Félix Mihigo. Nos monteurs sont Gabriel Audemichaud et moi-même, Mathieu Aubry. Notre rédacteur en chef, Thomas Dufour. Pour Urbania, la réalisatrice coordonnatrice Marie-Michel Giguère, la rédactrice en chef pour les plateformes numériques Barbara Judith Caron et la productrice Raphaël Huysmans. Le balado Grosse Tête est une production d'Urbania en collaboration avec l'UQAM. Vous avez aimé ce balado? Découvrez-en plus sur urbania.ca.